Nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est le 8 juin 2017. Ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTB. Voici le sommaire. Plus de 220 000 candidats sur la ligne de départ pour l'obtention du BEPC 2017. Ils composent lundi, mais comment se préparent-ils les candidats? À suivre le reportage dans 2 établissements à Parakou. Dans ce journal, on parle également de dividendes démographiques. Il faut le valoriser en y investissant. C'est un potentiel pour le développement durable. En interactualité, nous évoquerons la Guinée qui attend les élections locales. L'opposition et la société civile demandent le respect des échéances et surtout des élections régulières. Et puis, je vous l'annonce, nous aurons un invité dans ce journal. Il s'agit du ministre des Sports, Oswald Homeki. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Avec vous, nous allons parler de la rencontre tout à l'heure Gambie-Bénin de dimanche prochain. Je serai à vous dans un instant. Merci. Lundi prochain, le 12 juin, ils seront plus de 224 000 candidats à aller à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est un examen que les candidats préparent tant bien que mal. À Parakou, dans le département du Borgou, Ronald Robinson et Kadnel Kakpo sont allés à la rencontre de quelques candidats dans 2 établissements de la ville. À quelques heures des épreuves du brevet d'études du premier cycle, l'heure est aux révisions intenses des derniers instants. Au collège d'enseignement général de Titiro de Parakou, la jeune élève Kémy se dit prête. Mes professeurs m'ont beaucoup aidé pour la préparation de mon examen et aussi l'aide de notre directeur qui nous réunit chaque mercredi et samedi. Nous unit, nous les élèves de la terminale et de la 3e pour s'entendre et travailler ensemble. Donc cela me rassure déjà que ça ira quand même. Cette année a été quand même très particulière. Les programmes ont été achevés correctement, comme cela se doit. Et c'est l'occasion maintenant de faire des révisions, donc des travaux de renforcement pour permettre quand même aux apprenants, aux candidats de pouvoir en tout cas tirer leur épingle du jeu. Un peu plus loin, à Guéma, dans le rang des pensionnaires du lycée des jeunes filles, certaines affichent leur détermination à décrocher le précieux parchemin. Quelles que soient les épreuves, je suis prête à les confronter. Ce qui me rend confiante, j'ai tout appris, sauf les mathématiques. Si c'est les mathématiques là, je déteste les mathématiques. Mais le reste là, je sais que qu'en soient les conditions, cette année j'aurai mon BEPC. Une assurance partagée par Amina, 2e de sa classe, qui se confie sur sa technique de révision. Les épreuves de devoir passer, je révise avec le corrigé type déposé à côté, ou soit je tête moi-même. Si je n'ai pas pu, je m'approche de mes grands soeurs, ou soit s'il y a un professeur là, je demande les explications. On peut dire qu'elles sont prêtes. On a fait beaucoup d'exercices et on a aussi revisité les épreuves des autres départements. Bon, les professeurs ont quand même fait du bon travail. Dans les classes d'examen, les programmes sont terminés depuis 1 mois déjà et les professeurs avaient déjà commencé les révisions. Le lycée des jeunes filles présente 60 candidates et le CEG Titiro 679 candidats contre plus de 224 000 attendus sur toute l'étendue du territoire national. En attendant lundi, et cette fois-ci dans le département de l'Atlantique, le préfet a gratifié les lauréats 2017 des examens blancs. La cérémonie a réuni parents d'élèves et collectivités locales à Alada. Constat, le mérite ici est d'abord féminin. Arnaud Adadja, Alexis Kenom. 9 millions mobilisés au profit des candidats au BEPC et au bac. C'est pour promouvoir l'excellence qui est ainsi prônée dans le département de l'Atlantique. Pour ces examens blancs, nous avons pour le BEPC le taux de réussite de 14,44%. Pour le bac, 14,36%. Pour aboutir à la cérémonie, les élèves ont été jaugés après plusieurs mois de travaux dirigés. L'événement qui nous réunit est une phase non seulement symbolique, mais très encourageante d'un rêve en progressive concrétisation, celui de redorer le blason du secteur de l'éducation
dans notre département à travers un certain nombre d'activités, dont le renforcement des capacités des apprenants candidats au BPC et au baccalauréat en perspective. 11 sur les 352 lauréats félicités avec des tableaux d'honneur sont distingués. Les lots sont divers et le lauréat du concours Memoun 2016 n'est pas oublié. Monsieur le préfet, la présente cérémonie est l'aboutissement de votre volonté et de votre engagement à accompagner le système éducatif dans le département dont vous avez la charge. Nous remercions le préfet pour avoir tenu parole. Les enfants saisissent la balle au bond et promettent de relever le défi national. Nous venons ici très respectueusement vous exprimer notre totale reconnaissance pour vos divers soutiens qui ont permis l'obtention de ces résultats et surtout l'organisation de cette cérémonie solennelle. Les initiateurs remercient les donateurs. Tirer pleinement profit du dividende démographique en y investissant dans la jeunesse, c'est l'essentiel à retenir de la tenue de l'atelier ce matin à Cotonou sur le dividende démographique au Bénin. Il s'agit de valoriser le potentiel démographique de notre pays pour un développement durable. Clotaire Awekon, Bresti Bozo et Rebecca Kendiaronde. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est l'intérêt de cet atelier national sur le dividende démographique. Si plus de 8 millions de Béninois sur les 10 millions ont moins de 25 ans, et si les taux de mortalité maternelle, de mortalité infantile et de fécondité sont parmi les plus élevés au monde, la réussite du paradigme en population et développement est bien difficile. L'urgence d'asseoir une stratégie de maîtrise de la fécondité, de la mortalité, du taux de scolarisation, de l'autonomisation des femmes, en somme d'une politique économique orientée vers une croissance inclusive, croissance créative d'emplois, ne fait plus d'aucun doute. Près de la moitié de nos concitoyens ont moins de 15 ans. 2 Béninois sur 3 ont moins de 25 ans. Ce sont des chiffres qui sont importants à retenir parce que ce sont ces chiffres qui déterminent l'action de notre gouvernement, qui détermine aussi la manière dont nous pouvons capitaliser nos efforts pour être du côté de ceux qui profitent, de ceux qui bénéficieront du dividende démographique. La dynamique démographique actuelle du Bénin montre alors l'urgence à effectuer des investissements dans la population, surtout dans la population jeune. C'est la condition pour être en mesure d'exploiter cette fenêtre et de réaliser les objectifs de développement durable. Croissance économique rapide résultant des changements intervenus dans le volet démographique reste déjà le socle de la déclaration de politique nationale de population des Polipo adoptée en 2014, couvrant la période 2013-2025. Pour vous, quelle est la superficie du Bénin? À l'école, il y a encore quelques années, on aurait répondu sans embâche que la superficie du Bénin est de 112 622 km². Pourtant, c'est une donnée qui a évolué avec le retour de plusieurs dizaines de localités dans le giron national. À l'occasion de la Journée africaine des frontières, William Tchoki et Iliad Bokovo nous font redécouvrir le Bénin à travers sa nouvelle superficie. Les espaces frontaliers n'ont pas été pendant longtemps la préoccupation des gouvernants. Même les colonisateurs n'en ont pas fait une priorité. Et la conséquence est là. Des empiètements, des dégradations de bornes, plus grave, le déplacement et la superficie réelle des pays inconnus, des populations. Les dégradations constatées continuent. Les bornes sont volées. J'en ai fait l'expérience en mars 2017 à la frontière avec le Togo. Une borne a disparu. Un mois plus tôt, les techniciens l'avaient vue et à notre passage, la borne n'existait plus. On nous enseigne que la superficie du Bénin est de 112 622 km², l'unique chiffre connu du grand public, un chiffre qui ne reflète plus la réalité au vu des nombreuses localités retournées dans le giron du territoire national. Je dirais tout d'abord que ce qui a pu être fait au cours des 8 dernières années, c'est ce qu'on n'a pas pu faire en 49 ans après les indépendances. Donc on est passé d'un contexte de banalisation de la gestion des espaces frontaliers et à une érection
de ces espaces en priorité nationale. À partir de 2007 plutôt, la volonté politique s'est affirmée. Une politique nationale de développement des espaces frontaliers a été mise en place. On ne dit plus espace frontalier, on dit maintenant espace frontalier, alors qu'avant on disait délimitation des frontières. On parle de plus de 20 villages, de vastes étendues du côté de Nigeria, sans oublier l'île aux oiseaux et l'île de Gaïa au Niger. Le Bénin a récupéré pratiquement une vingtaine de villages sur l'ensemble des segments frontaliers, ce qui fait que même si à ce jour personne, aucun Béninois ne connaît la superficie réelle du Bénin, mais ce qui est sûr, la superficie du Bénin dépasse les 112 622 km². Si depuis 2007, les frontières terrestres béninoises connaissent un regain d'attention, celles maritimes plus riches méritent qu'on s'y penche sérieusement. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins en train de résoudre la question des frontières terrestres, mais les questions maritimes sont encore plus compliquées parce que recevant d'énormes richesses et d'énormes potentialités, où désormais se jouera le destin de l'humanité. J'invite les chefs d'État, enfin les gouvernants, à bien voir ce domaine-là. Frontières en général, frontières aussi maritimes aussi en particulier. Ce que nous avons sur le sol et dans le sous-sol de ces espaces, c'est inégalé par rapport au reste du territoire national. Donc les défis économiques de ce pays se trouvent dans les espaces frontaliers. Raison de plus pour en faire une priorité. Une agence existe certes pour la mise en œuvre cohérente de la politique de gestion des espaces frontaliers, mais faudrait-il la doter de moyens nécessaires pour l'atteinte des objectifs? Allons maintenant dans les garnisons de la Liborie avec les patrons de la police et de la gendarmerie nationale qui y ont galvanisé leurs troupes respectives. Ils ont requinqué leurs effectifs et leur ont rappelé la nécessité de travailler en synergie conformément à la nouvelle dynamique de fusion de ces unités voulues par le gouvernement. Firmin Bassao, Judica Elayena. Le directeur général de la police nationale et celui de la gendarmerie viennent doper le moral de leurs troupes. Ceci quelques mois seulement après les réformes engagées par le gouvernement actuel en matière de sécurité. Nous sommes arrivés ici pour demander à nos personnels, gendarmerie, police, qu'ils essaient de maintenir le cap. Nous sommes en train de faire en sorte que la population retrouve la quiétude pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et le gouvernement y tient beaucoup parce que le gouvernement sait que la sécurité, c'est le socle du développement. Surtout, le chef de l'État, il y accorde une grande importance et c'est pourquoi nous devons chaque fois remobiliser nos troupes. Le département de la Liborie est désormais inscrit sur la liste des zones ayant connu une régression de la criminalité. Loin de verser dans l'autosatisfaction, gendarmes et policiers sont appelés à maintenir le cap et même aller au-delà. On leur a surtout dit de ne pas se féliciter des prouesses qui ont été faites, mais de plutôt se préoccuper des échecs et de s'organiser de manière à pouvoir mieux organiser la sécurisation de la population. Voir le respect des institutions qui ont été données par la hiérarchie. Et là où ça a marché, on a essayé de les relever. Et là où il y a encore des efforts à faire, nous avons mis l'accent là-dessus afin que le personnel ne puisse pas relâcher. Les deux patrons de la gendarmerie et de la police invitent par ailleurs les populations à une synergie d'action avec leurs éléments sur le terrain. Restons dans le domaine de la sécurité, du délit et du crime pour parler du viol. Le constat est patent et mérite attention. Tenez, à la première session de la Cour d'assises de cette année 2017, beaucoup de dossiers sont des cas de viol. Mais pourquoi cette recrudescence? Comment expliquer une pareille déchéance morale? Des questions que s'est posé Jérôme Rongbo dans ce sujet que voici. À la première session de la Cour d'assises pour l'année 2017, le tribunal de Cotonou a connu de plusieurs dossiers de viol. Entre autres, Septime Tometissi a abusé sexuellement d'une fillette de 9 ans en 2014 à Ganri, à Cotonou. Plusieurs écolières ont subi de façon rotative les affres libidinaux de leur enseignant, Chadras Gongo, en 2012. François Moussa a également contraint à des rapports sexuels une mineure de 10 ans au quartier à Gontincon, à Cotonou.
Le 28 octobre 2014, Abdul Kader Rabiou entraîne une fillette de 10 ans dans une ruelle déserte, puis il abuse d'elle. À l'interprétation de ces actes, le garde des Sceaux donne des explications au plan sociologique. Au plan sociologique, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Parce que vous avez le jeune qui ne peut plus vivre dans une chambre élargie, ne peut plus avoir une copine, surtout ne peut pas se marier parce que les conditions de la vie sont chères. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas les mêmes besoins physiologiques. Il a les mêmes besoins physiologiques, mais il ne s'exprime pas la voie de la violence, la soumission du plus faible en exprimant. Et donc, il y a des éléments d'explication de la montée de ces infractions-là. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut protéger la victime. Mais, selon les experts en neurosciences appliquées, cette déchéance morale est due au dysfonctionnement du cerveau au niveau des neurones et leur canal de transmission des messages. Souvent, ces neurotransmetteurs, quand c'est en surplus, ça ne crée pas trop de problèmes, mais quand c'est en carence, ça génère des problèmes psychologiques. Et c'est ça qui crée à des moments donnés des crises d'angoisse chez nous, des manques de motivation, et jusqu'à aller à la délinquance, au viol, à des violences qu'on retrouve un peu dans les familles. Donc, et tout ça est sujet à ce qu'on appelle peut-être quelquefois l'alcool, le tabac, et la nicotine, la drogue et tout. La déviance morale entraîne des troubles de comportement, d'où l'instabilité dans la société. Selon les spécialistes, cette problématique d'origine biochimique peut trouver des solutions adéquates. C'est déjà de commencer par faire ces tests au niveau de ces neurotransmetteurs, de donner des conseils palliatifs aux parents pour qu'ils voient comment éduquer, parce qu'ils ne savent pas éduquer les enfants. C'est ce qui fait que même à l'école, les enfants ne réussissent pas. C'est de la même façon, les parents vont constater que c'est ce qu'ils disent à leurs enfants de ne pas faire, que l'enfant répète. Mais c'est un lien au niveau du cerveau et c'est le mode du fonctionnement du cerveau. Désormais, dites aux enfants ce que vous voulez qu'ils fassent. Ne leur dites plus ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Face à la question, les experts en neurosciences appliquées entendent apporter leur contribution pour une vie plus paisible des individus et de la société. Et puis, un autre constat qui appelle une autre question. Quelles sont les causes réelles à la base de l'effondrement des immeubles en construction depuis quelque temps dans notre pays? Quelles sont les réponses appropriées à apporter à cette situation? Les spécialistes du domaine se concertent depuis hier à Boïcon afin de trouver des solutions à la situation. Gilles Dansou et Ernest Tétégou nous en parlent. Immeuble en ruine, complètement réduit en poussière, le phénomène devient récurrent. Les causes sont multiples et multiformes. Les spécialistes du domaine se retrouvent à Boïcon pour réfléchir sur les causes essentielles de ces drames. Les acteurs du développement à la base y sont également conviés. Il n'est secret pour personne que de nos jours, les constructions d'immeubles, au lieu de servir d'abri, sont identifiées comme de véritables sources de sinistres pour nos populations. Il est donc grand temps que les cadres de notre pays se lèvent pour dire désormais non à ce phénomène auquel nous assistons depuis toujours. En enregistrant ces cas de catastrophe, il convient aussi de situer les responsabilités à divers niveaux. Il est urgent de trouver des solutions afin d'arrêter la saignée. Loisible de constater que aucune décennie ne se passe sans que l'on enregistre sur le territoire national des effondrements d'immeubles en construction. S'il est vrai qu'aucun bâtiment public n'a encore connu ce triste sort, il convient cependant que les professionnels du secteur en général et les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable en particulier, ministère en charge de la construction, réfléchissent donc sur cette situation afin d'enrayer définitivement ce mal qui commence par créer des pertes en vies humaines et des blessés graves. Aussi, le décret portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin sera toiletté.
Parlons à présent sport. Après leur brillante prestation au 16e championnat senior d'Afrique de karaté au Cameroun, les athlètes béninoises sont de retour à Cotonou. Elles ont été reçues par le ministre des Sports, Oswald Homeki, pour leur performance à cette compétition. La rencontre s'est déroulée ce jeudi dans les locaux du ministère. Blaise Adankpo, Alexis Selbemont. Océane Ganiero, championne d'Afrique des moins de 55 kg. Rokiat Mustafa et Christine Kodo, médaille de bronze des moins de 61 kg, présentent au ministre des Sports leur récompense du 16e championnat senior d'Afrique de karaté. Une compétition qui a duré 3 jours où le Bénin a fini 7e au classement final avec 4 médailles dont 3 en bronze et 1 en or. La tâche n'a pas été facile pour les représentantes du Bénin. Franchement, c'était pas évident. Déjà, tout le stress de la matinée, parce que les éliminatoires, c'était en matinée. Les garçons étaient passés, ça, c'était pas très bien passé. Donc, du coup, les finales, c'était dans l'après-midi. Donc, l'attente, c'était pas du tout évident. Mais avec l'aide des coachs, des entraîneurs, des coéquipiers qui m'ont recentré, en fait. Parce que j'étais vraiment très, très stressée. La participation du Bénin à cette compétition est rendue possible grâce au ministre des Sports. Toute chose qui réjouit les athlètes et la Fédération béninoise de karaté. Les entraînements ont vraiment payé, au point où certains pays nous demandaient, mais vos athlètes, vous les envoyez dans quel pays pour s'entraîner? J'ai rigolé, j'ai dit, mais envoyez vos athlètes au Bénin, vous allez voir où on les envoie. Vraiment, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Donc. Si tous reconnaissent le travail du ministre Oswald Homeki, lui, il salue les performances des athlètes qui ont ramené au Bénin plusieurs médailles. Je veux féliciter tous les athlètes, tous les membres de la délégation, féliciter tous les médaillés de bronze et féliciter particulièrement Océane que j'ai appris à connaître depuis quelques mois que je suis ici. Désormais, le karaté fait partie prenante des disciplines olympiques et les athlètes béninoises ne doivent pas lâcher prise afin d'engranger des points pour augmenter leurs chances de participation aux prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Mais avant Tokyo 2020, les athlètes béninoises auront la chance de disputer le championnat senior d'Afrique de karaté sur leur terre en 2019. Et avec nous sur le plateau, Monsieur le ministre des Sports, Oswald Homeki. À nouveau, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous êtes très fier d'avoir revu ces filles-là que vous avez déjà vues ce matin. Après d'autres médailles, hein, il y a eu d'autres médailles bien avant celles-ci qui sont arrivées. Sous quel signe est-ce que vous placez ces différentes performances de nos athlètes? Merci. Je place ces performances sous le signe de la récompense logique qu'on obtient en sport lorsqu'on se prépare bien et lorsque l'État joue son rôle. Je veux une fois encore saisir cette occasion pour féliciter nos 3 championnes, remercier leurs encadreurs, leurs entraîneurs, remercier les responsables de la Fédération de karaté et féliciter leurs familles qui se sont engagées à mettre leurs enfants à la disposition des entraîneurs pour les préparer. Évidemment, le ministère a pris beaucoup de plaisir à accompagner nos athlètes dans le cadre de cette expédition. Et c'est avec fierté que j'annonce aux Béninois de façon formelle que effectivement cette expédition a été fructueuse pour nous. Nous avons ramené plusieurs médailles de bronze et surtout, aujourd'hui, la championne d'Afrique dame senior en moins de 55 kg, c'est une jeune dame béninoise, elle a 22 ans, elle s'appelle Océane Ganiero. C'est un exploit pour notre pays et je veux partager cette joie avec l'ensemble des sportifs béninois, avec tout le peuple. Oui. Alors, revenons maintenant au football. Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun en 2019, les écureuils du Bénin rencontrent dimanche le 11 national de la Gambie. 8 joueurs locaux ont été convoqués pour. Comment se prépare à ce jour la préparation, comment se présente, devrais-je dire, la préparation administrative des écureuils du Bénin? Alors, vous faites bien de dire préparation administrative parce que la préparation technique et sportive, il reviendra à l'entraîneur d'en parler. Mais la préparation administrative se passe très bien. Les joueurs sont arrivés dans de très bonnes conditions. Ils sont hébergés dans un endroit qui est confortable. L'encadrement technique se porte bien. Les séances d'entraînement ont bel et bien démarré. L'état d'esprit général est bien. Les responsables de la Fédération béninoise de football, maintenant que nous avons réussi à retrouver la paix absolue, parlent, se côtoient, travaillent ensemble autour de l'équipe.
et les collaborateurs du ministère des Sports et le ministre lui-même que je suis, nous nous employons à faire en sorte que dimanche, notre équipe soit dans les meilleures conditions. Nous attendons également les Gambiens que nous devons accueillir dans de très bonnes conditions au nom du respect de l'adversaire que nous imposent les lois du football. Mais je veux dire à tous les Béninois que les écureuils sont prêts pour le match de dimanche et c'est pour cette raison que je suis là. Je souhaite que l'ensemble des Béninois soient dimanche au stade, tous vêtus de jaune, pour remplir notre temple, le stade Mathieu Kérékou, et pousser notre équipe nationale à la victoire. C'est le début d'une nouvelle campagne. Je rappelle que ce match est le tout premier dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2019. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Le Bénin sort d'une longue crise. Maintenant que la paix est retrouvée, nous souhaitons que tous les Béninois viennent pousser notre équipe nationale à la victoire. Oui. Alors, une dernière question tout de même. Au-delà de la préparation administrative, il y a quand même sa disposition logistique. Vous nous rassurez, c'est un défi pour le gouvernement aussi, que toutes les dispositions logistiques seront prises pour que tout se passe bien. Toutes les dispositions sont prises, logistiques, sécuritaires. Et la nouvelle la plus importante que je suis venu annoncer à tout le peuple béninois, c'est que le gouvernement du Bénin et son chef, le président de la République, M. Patrice Talon, ont décidé, pour célébrer cette union retrouvée dans le football béninois, pour consacrer ce nouveau départ du football béninois, ont décidé donc d'offrir ce match à tous les Béninois. L'entrée au stade dimanche prochain sera libre et gratuite. Tous les Béninois pourront y venir pour soutenir les écureuils. Mais je veux le préciser, la gratuité ne voudra pas dire désordre. Le stade sera ouvert dès midi. Les dispositions sécuritaires sont prises pour que tout se passe très bien dans la discipline. Nous demandons aux Béninois de venir à temps, de venir s'installer dans le respect des autres et de remplir le stade. En tout cas, nous serons là, les ministres du gouvernement seront là et le président de la République du Bénin, effectivement, a souhaité que ce soit une première fête de tout le public sportif béninois pour célébrer une fois encore ce nouveau départ, cette réconciliation et surtout prouver à nos valeureux écureuils que nous n'étions pas au Gabon, mais nous sommes déjà en train de nous préparer pour être au Cameroun en 2019 par la grâce de Dieu avec le soutien de tout le monde. Tous donc au stade de l'amitié Mathieu Kérékou, dimanche bien sûr pour suivre le match Bénin-Gambie, donc tous les stades en jaune. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci et à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Tout autre sujet à présent, démarré depuis le 1er juin dernier, les 21 jours d'action sociale du groupe MTN Bénin se poursuivent. Les agents de cette structure sont allés à Révier pour soutenir l'orphelinat, la Cité des Anges, à travers des activités de salubrité. Ulvaeus Balogun, Calvador Arwanon. 21 Days of Yellow Care, c'est 21 jours d'action sociale du groupe MTN qui se pose à Révier. Munis de pelles et de roues, les agents de ce réseau de téléphonie sont au chevet de l'orphelinat, la Cité des Anges. Nous sommes à Révier aujourd'hui à l'orphelinat pour les activités du 21 jours d'action sociale de MTN. Dans ce cadre, nous avons ciblé un certain nombre d'orphelinats à Révier, à Ouida, à Vrancourt, à Zové et à Parakou, dans lesquels nous allons revoir un peu le cadre de vie dans lequel les enfants évoluent, de revoir les salles de classe, de rafraîchir un peu les salles de classe qui ne sont pas réellement des conditions très appropriées. Un regard d'affection et de compassion pour les couches les plus vulnérables. Cette année, nous avons voulu toucher une cible qui est souvent oubliée, qui est souvent négligée. Les orphelins, ils sont sans parents, il y a des gens qui ont bien voulu les prendre en charge, ils n'ont pas toujours le support qu'il faut. Donc nous avons décidé aujourd'hui de venir vers ces gens-là pour leur apporter le peu d'aide qu'on peut fournir. À travers 21 Days of Yellow Care, les agents du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin viennent de donner un peu d'amour à ces orphelins de la Cité des Anges de Révier. Enfin, un roi pour le Dendiganda, c'est-à-dire les communes de Karimaman et Malanville. Il a nom El Hadj Amadou Meguizo. Son intronisation vient mettre fin à plus de 50 ans de vacances de pouvoir traditionnelles. Les manifestations de la cérémonie d'intronisation se sont déroulées à Karimaman en présence des différentes lignées, de même que les autorités politiques. Firmin Bassao était également témoin de l'événement. Voici son reportage.
Tout le peuple du Dindi Ganda se réconcilie enfin avec sa tradition. Après plus de 50 ans de vacances de trône et de plusieurs tentatives sans succès, les filles et fils du Dindi Ganda portent désormais leur choix sur El Hadj Amadou Meguizo, de son vrai nom. Il s'agit d'une réconciliation inédite, de retrouvailles historiques. Et qui sait ce que ce trône représente doit comprendre ce que cet événement représente pour le peuple d'Indi. Après la mort du roi Meguizo, nous avons tenté de mettre un roi dans le royaume, mais il s'est fait que les deux familles princières, la lignée d'Andakwe et la lignée Konguisé, n'ont pas pu s'entendre pour mettre un roi en place. Après quelques difficultés, maintenant nous nous sommes retrouvés au sein de la famille princière, donc les deux familles, c'est-à-dire la famille d'Andakwe et la famille Konguisé, et nous avons mis en place un collège des princes qui a dégagé Meguizo Amadou pour prendre le trône de Karimama. Le chef de Karimama est en même temps le chef de Malanville. Donc les deux communes de Karimama et de Malanville reconnaissent pour chef le roi de Karimama, qu'on appelle l'Aboukoy d'Indi. Présent à la cérémonie d'intronisation, le roi de Kandi et le préfet de la Liborie Moussa Mohamadou se joignent à la liesse des populations. La présente cérémonie vient ainsi mettre fin à cette léthargie due au défaut de consensus recherché depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le bienheureux désigné répondra désormais au titre royal de Dindi Laboukoy qui regroupe Malanville et Karimama. Interactualité pour boucler avec la Guinée, toujours dans l'attente des élections locales. Ces élections qui devaient se tenir en février 2017 n'ont pu se tenir. Pourtant, l'organisation de ces consultations est évoquée depuis 2010. L'opposition et la société civile demandent aux autorités en place de respecter les termes des accords signés pour l'organisation des élections régulières. L'organisation des élections locales prévues en février 2017, toujours attendue en Guinée. Pourtant, l'Assemblée nationale a dans la loi de finances 2016 voté un budget de 400 milliards de francs guinéens pour l'organisation des élections communales et communautaires. Le gap de 50 milliards de francs guinéens, soit 5 milliards de dollars, devait être financé par les partenaires de la Guinée dans le cadre d'un projet d'appui à l'organisation des élections. En décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante ne disposait que de 17% de son budget global. De l'autre côté, la société civile et l'opposition exigent toujours la tenue des élections régulières. Dans notre constitution, il est dit que les collectivités sont dirigées par des bureaux élus. Le mandat des élus est issu depuis 2010. Jusqu'à présent, on a tout fait. On a marché, on a fait des manifestations, signé des accords politiques. M. Alpha Condé refuse d'organiser les élections locales. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il a nommé à la tête des quartiers, des districts et des communes des gens zélés de son parti qui participent activement à l'organisation des hold-up électoraux auxquels il nous a habitués. Sur le plan économique, la situation financière publique s'est améliorée en 2016. Le déficit budgétaire de la Guinée, qui s'était creusé à 8,9% du PIB en 2015, a été ramené à 1,3% en 2016. Des réalisations ont vu le jour dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures routières et hydroélectriques. Il y a des réalisations utiles, comme les barrages, mais qui ont été réalisées au double du prix, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. On a confié la réalisation à des entreprises par l'intermédiaire d'amis sur des marchés de gré à gré. En 2016, la croissance économique en Guinée a atteint 5,2% grâce à la hausse de la production de bauxite et de l'or, ainsi qu'au rendement affiché par l'agriculture. Pour 2017, une croissance du PIB de 4,4% est attendue. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure, à partir de 21h, le documentaire Saltan pour la planète, Thaïlande et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Windek. Retrouvez le journal du soir à 23h, une présentation de Jérôme Marongbo. Cette édition, vous le savez, est à voir et à revoir sur notre site, le www.ortb.bj. Bonne suite des programmes à notre compagnie.